Bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée lutte contre le gaz à effet de serre. L'expert américain en environnement en séjour en République démocratique du Congo poursuit des consultations avec des institutions et structures impliquées. Il s'est entretenu avec le ministre du Plan. L'absence du dynamisme économique est souvent due en RDC aux difficultés d'accès au financement et pour combler cette lacune, un atelier s'ouvre aujourd'hui à l'Université protestante au Congo afin d'apprendre comment accéder au crédit. La collaboration entre l'État et l'Église se porte bien et il suffit pour s'en convaincre de considérer les entretiens qui ont eu lieu entre le Premier ministre et l'évêque du diocèse de Kindu sur la construction des écoles et des routes au Maniema. Monseigneur Willy Ngumbi de Kindu a été hier à l'hôtel du gouvernement débattre avec Augustin Matata Pogno de l'état d'avancement des constructions des écoles et des routes dans la province du Maniema. Des entretiens qui s'inscrivent dans un cadre régulier quand on sait que l'Église catholique et l'État ont toujours eu des rapports de collaboration au service du peuple de Dieu. Le diocèse de Kindu a reçu un contrat avec le gouvernement pour construire les écoles. Alors là, on faisait le point sur l'avancement des travaux. Et puis on a parlé aussi de la situation du Maniema, comme vous savez, où nous sommes en train de coopérer avec le gouvernement pour la modernisation de la voirie et puis tous les programmes du gouvernement sur la construction des routes. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors on a fait un peu le tour de ça sur le plan social. Au Maniema, nous voyons que nous avons un gouvernement qui travaille, qui essaie de faire quelque chose pour le peuple. Et pour nous, c'est très positif. Et actuellement, c'est l'impression, la vie que je reçois des gens là où je passe à travers les paroisses du diocèse. Donc les gens sont contents de ce que le gouvernement est en train de faire, même s'il y a par-ci par-là des petits ratés, mais dans l'ensemble, les gens sont contents. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières livrait hier les chiffres des réfugiés de la RDC qui se trouvent dans les pays voisins. Ils sont près de 400 000. Richard Mouyej-Manguez se faisait ces révélations dans son adresse à la nation à cause de la journée, plutôt à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés célébrée chaque 20 juin. Chers compatriotes, le monde célèbre aujourd'hui, 20 juin 2014, la journée mondiale des réfugiés placée cette année sous le thème « Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop ». Instaurée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, cette journée constitue l'occasion d'accorder une attention particulière au sort de 14 millions de personnes qui vivent de par le monde l'expérience douloureuse de l'exil après avoir fui la guerre, la violence ou les persécutions. Le cycle de guerre et conflits que la République démocratique du Congo connaît ces dernières années a poussé plusieurs de nos compatriotes, plus de 400 000 au total, à se réfugier dans des pays limitrophes. 210 de ces compatriotes, réfugiés en Ouganda, qui ont voulu se soustraire aux angoisses de l'exil et humer leurs frais de la liberté et de la dignité dans leur pays, ont été fauchés par un naufrage survenu sur le lac Albert le 22 mars dernier. Le gouvernement de la République s'emploie activement à apporter la seule solution durable que constitue l'organisation du rapatriement de ses compatriotes réfugiés dans les conditions de sécurité et de dignité en collaboration avec le pays d'asile et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La République démocratique du Congo est en Afrique un des pays les plus hospitaliers, ayant en outre enregistré un afflux massif de réfugiés sur son territoire depuis les jeunes années de son indépendance. Que vive la Journée mondiale des réfugiés, que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie.
Quant à ceux qui sont réfugiés au Rwanda et en Ouganda, le gouverneur Julien Paluku leur a demandé hier de regagner le Nord Kivu où la situation politico-sécuritaire s'est stabilisée. Le chef de l'exécutif provincial se prononçait devant des étrangers réfugiés dans le Nord Kivu qui sollicitent plus d'attention à leur égard de la part des hôtes congolais. Patrick Sialouha. C'est au rond-point de l'espoir, appelé rond-point BDGL, où s'est tenue la cérémonie de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Une occasion pour le président des réfugiés de Goma, M. Ndaïssa Bassadiki, de plaider pour une considération de cette catégorie de personnes par la communauté et les autorités. Les réfugiés et demandeurs d'asile sont devenus boucs émissaires et traversent la période de la vache maigre dans cette ville de Goma. C'est-à-dire, la cohabitation pacifique n'est pas du tout bonne, ainsi que la situation socio-économique est précaire. Nous plaidons aussi pour la prise en charge scolaire des enfants réfugiés et demandeurs d'asile. En cette journée, le message du gouverneur Julien Paluku Kaongia a été clair aux Congolais vivant dans les pays limitrophes, tels qu'au Rwanda et en Ouganda. Je voudrais, profitant de cette journée mondiale consacrée aux réfugiés, dire solennellement que la République démocratique du Congo n'a jamais refusé d'accueillir ses compatriotes vivant en réfugié. Pour ceux qui se trouvent au Rwanda, pour ceux qui se trouvent en Ouganda, les portes de la RDC sont grandement ouvertes pour qu'ils rentrent chez eux. Il n'y aura pas un seul pays au monde qui aura un taux de criminalité zéro. Donc on cesse de tromper les réfugiés là où ils sont, que les conditions en RDC ne permettent pas de rentrer parce que nous qui y sommes, nous ne sommes pas encore morts. Le HCR, à travers son chef de la sous-délégation du Nord Kivu, M. Olivier Fafa, recommande aux autorités de la sous-région de privilégier la paix de leurs populations respectives. Il ne s'agit pas ici de vous abreuver de chiffres, mais c'est l'occasion de porter à la conscience de chacun d'entre nous que les victimes principales de nos guerres sont les populations civiles et les familles innocentes. Je formule ici le vœu que ces préoccupations s'installent dans l'esprit des parties prenantes aux différents conflits de la sous-région afin d'atténuer les effets de la guerre sur les familles. C'est par un concert de la paix agrémenté par l'artiste et musicien Innocent Baloumé que s'est clôturée cette journée. La province de l'Équateur héberge elle aussi des réfugiés essentiellement centrafricains installés à Bouyabou dans des conditions que vous allez découvrir dans ce dossier. Ils conditionnent leur rapatriement au retour de la paix dans leur pays. Bouyabou, un village situé à 20 km de Libengé, dans le district du Sud-Ubangui, abrite depuis juillet 2012 un camp des réfugiés centrafricains. Ce camp, qui porte le nom de ce village, est construit par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il héberge en son sein 9 761 réfugiés répartis en 4 288 familles. Ces habitants, principalement des Centrafricains, vivent non seulement des vivres qui leur sont distribués par le Programme alimentaire mondial et le HCR, mais également de leurs petits commerces. Je fuis la guerre entre les anti-Balaka et Sénéka. On ne nous donne pas la nourriture. J'ai mon moulin qui me permet de nourrir ma femme et mes 2 enfants. À la fin de la journée, j'atteins jusqu'à 25 000 francs congolais. Bon, 15 litres, il me fait 25 000 francs congolais. Les anti-Balaka sont venus à Batalimo pour tuer les musulmans et moi étant musulman, je suis venu en RDC pour me protéger. Je vends la viande de la chèvre pour avoir de l'argent. À la fin de la journée, j'ai jusqu'à 40 000 francs congolais. C'est 30 000, 35 000, 40 000 maximum. Je fais 8 mois en RDC. La nourriture qu'on nous donne ne nous suffit pas. Je vends la chikwang et le fumbois pour bien vivre dans les camps. Quand il y a vente par jour, j'ai 5 000 francs. Au cas contraire, j'ai mis 500 francs à la fin de la journée. Mais ceux qui vendent les alternatives, 1500 Congolais. Ces Centrafricains qui ont fui en 2012 les affrontements entre les anti-Balaka et Séléka, c'est-à-dire les musulmans et les chrétiens, cohabitent dans ce camp sans distinction de religion, selon le président des réfugiés. La cohabitation
En tant que le président des réfugiés centrafricains ici au camp de Boyabo, je vois qu'il y a une bonne cohabitation entre les réfugiés et les autochtones, et entre les réfugiés et les partenaires qui œuvrent pour notre assistance ici au camp de Boyabo. Ici, au camp de Boyabou, tout y est. De l'eau, de la nourriture, une école dont l'enseignement est assuré par les enseignants centrafricains selon le programme centrafricain. À ceci s'ajoute un centre hospitalier avec des soins gratuits. On a 16 lits qui nous permet à mettre les malades ici en observation. Il y a les locales pour hommes, ici il y a les locales pour dames et les enfants, et l'autre local qui nous sert aussi de mettre quelques patients en observation ici. Le camp de Boyabou a aussi une organisation assez particulière. On y trouve même des communes. Ici au camp des réfugiés centrafricains de Boyabo, nous avons au total 768 abris. Donc, nous avons aussi, par rapport à notre camp, nous avons 16 blocs et 64 communes. Par commune, nous avons 12 abris. Si on prend 12 abris fois 64 communes, c'est ce qui nous donne 768 abris. Donc par bloc, c'est-à-dire par bloc, nous avons 4 communes. La RDC étant un pays hospitalier, les réfugiés se disent ne pas être prêts à retourner dans leur pays, même après le retour de la paix. Repartons au Nord Kivu pour déplorer ce cas de disparition d'un activiste de la société civile à Butembo. Le coordonnateur de l'Organisation de défense des droits humains et ses composantes est porté disparu depuis l'attaque du convoi des officiers des FARDC à Kanyesheja par les forces militaires rwandaises. Patrick Kitema. Selon Maître Omar Kavota, les acteurs de la société civile du Nord Kivu avaient accompagné les officiers de FARDC qui devaient répondre à l'invitation de la CIRGL. C'était au lendemain des accrochages entre les FARDC et les forces armées rwandaises à Kanyesheja. À la même source de décrire que les éléments rwandais avaient utilisé des véhicules semblables à ceux de la CIRGL, d'où est née l'attaque. L'occasion qui était attendue n'avait plus eu lieu, surtout que la CIRGL n'était plus venue. Maître Omar Kavota explique. Dans ces sauve-qui-peut, notre collègue a été porté disparu, celui du territoire, le président de la société civile du territoire de Nyiragongo s'en est tiré avec des graves blessures. Nous pensons que si notre collègue n'est pas retrouvé, la responsabilité revient à l'État rwandais qui garde, vivant ou mort, notre collègue. La société civile du Nord Kivu estime que son membre se retrouverait sur le sol rwandais. Dimanche dernier, son téléphone était en train de sonner, mais personne n'a décroché, et c'était en mode international pour dire que son téléphone n'est pas sur le sol congolais. Et la présomption la plus directe va vers le Rwanda, qui, dans les éléments, avait attaqué le convoi, les officiers de l'armée congolaise qui étaient avec nos collègues de la société civile. L'on ignore actuellement l'état de santé de M. Emmanuel Muhima et la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu demande que les responsabilités soient établies. La situation est très préoccupante jusqu'à ce jour parce que nous ignorons dans quel état il se retrouve. Nous pensons qu'il est plus qu'urgent que les gouvernements se mobilisent ainsi que la communauté internationale pour retrouver, mort ou vivant, notre collègue et établir les responsabilités dans les chefs de l'armée rwandaise. Situation militaire tendue avec Kigali, coopération militaire au beau fixe avec Washington, des officiers et sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo viennent d'être formés sur l'acquisition et la gestion des ressources militaires grâce à l'appui du Bureau de coopération militaire de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. C'est dans le cadre du programme international de gestion des ressources de l'acquisition de défense que les officiers et sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo ont bénéficié d'une formation. Elle avait abordé toutes les activités au cœur du système d'acquisition de la défense. Ça nous a appris comment faire la planification et comment faire la gestion des risques. Une notion nouvelle pour notre armée, la gestion du risque qu'on n'avait pas, mais maintenant on sait qu'est-ce qu'on peut planifier et dans le planning, qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque, comment gérer les risques ou minimiser les risques.
Ce partenariat a mis l'accent sur la logistique et le renforcement des compétences managériales des leaders militaires. Tout l'entraînement, toutes les formations qui se passent, on fait ça en forme de partenariat avec les forces armées du République du Congo. C'est une formation sur l'acquisition, gestion, coût du cycle de vie, planification, gérance du personnel responsable pour les acquisitions. Le renforcement des procédés d'acquisition militaire et le processus de prise de décision sont salués par les bénéficiaires. Une armée qui se veut professionnelle, surtout opérationnelle, doit soigner sa logistique. C'est ici que dans les jargons militaires, on dit quand la logistique dit non, le plan est mauvais, il faut le changer. Alors cette logistique se prépare en temps de paix et c'est pour cela que ce séminaire a été organisé au profit des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors il fallait que nous aussi nous soyons associés à ce séminaire pour acquérir de nouvelles connaissances. Pour rappel, le Bureau des coopérations militaires de l'ambassade des États-Unis en RDC a pour rôle de développer des relations bilatérales à long terme entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et les États-Unis d'Amérique en gérant plusieurs programmes, notamment l'éducation et la formation internationale militaire. Gouvernance en général, la Banque mondiale tient à accompagner des gouvernants congolais et d'autres acteurs sur le renforcement de leur capacité en gestion du système financier de la République démocratique du Congo. L'institution de Bretton Woods a organisé à cet effet un atelier sous le thème « Dissémination du rapport sur l'utilisation du système national des gestions financières pour les projets d'investissement financés par la Banque mondiale ». Suivez. La dissémination du rapport sur l'utilisation du système national de gestion financière pour les projets d'investissement financés par la Banque mondiale a fait l'objet d'un atelier ce vendredi. Parmi les sous-projets exposés, on a noté l'évaluation du système de gestion financière publique avec pour objectif démontrer comment mettre de l'ordre dans la fonction publique et de quelle manière faut-il rajeunir ce corps. Nous avions deux objectifs. D'abord, que tous les cadres qui sont impliqués dans la gestion des ressources nationales. Je veux dire par là qu'ils soient au niveau des terres ou qu'ils soient au niveau des projets, ici aujourd'hui pour qu'ils soient tous de la même voie. Le second, c'est dire que si ces ressources nationales, les ressources congolaises, il est donc important que l'administration publique, le système public soit responsable de sa gestion active, qui nous dit alors que les agences, les entités administratives soient impliquées davantage dans la gestion de ces ressources-là. L'état des lieux de la réforme des marchés publics, un autre sous-projet exposé au cours de cet atelier. Son orateur a expliqué comment faire un déploiement de la loi au niveau provincial, les activités de formation, les audits des marchés publics, les renforcements des capacités fiduciaires, pour ne citer que cela, le tout dans le système de finances publiques de l'État. J'ai du plaisir. La Banque mondiale ne cesse jamais de nous tenir la main fois que nous posons les problèmes. Les interventions étaient pertinentes, on a aussi ouvert. D'autres qu'on ne connaissait pas, et puis par des explications explicites, ça nous a ouvert pour qu'à la prochaine occasion, nous puissions aussi avoir des idées profondes. Nous sommes très satisfaits de l'atelier aussi, parce que en fait, c'est chantier qui a commencé depuis ans et qui est maintenant à sa phase. Et bien, je crois qu'il faut d'abord que aboutisse pour pouvoir l'exporter dans les... Et je crois qu'une fois que certainement ça sera à l'échelle. Une cellule technique de gestion pour la mise en application ainsi qu'un comité de suivi seront mis sur pied pour l'applicabilité de recommandations issues de cet atelier. Je déploie les travaux de ce jour. Je vous...
En rapport toujours avec les financements, la structure Forum à l'accès au financement qui œuvre pour le financement des projets organise un atelier à l'Université protestante au Congo sur justement le renforcement des capacités sur l'accès au financement. Ce que nous faisons simplement, nous accordons de l'assistance technique et des financements à des banques et aussi à des institutions de microfinance pour que eux, à leur tour, accroissent leur apport, n'est-ce pas, aux petites et moyennes entreprises. Et donc, si vous voulez, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est imaginé depuis 4 ans maintenant de pouvoir organiser un forum d'accès au financement pour les PME. En fait, un cadre où on met en place, on met en face les PME, les banquiers, les institutions de microfinance, mais aussi les centres de soutien à l'entrepreneuriat. Effectivement, pourquoi? Pour essayer d'avoir un débat, une discussion, afin que des gens qui n'ont pas l'habitude de pouvoir se rencontrer puissent trouver une place où ils peuvent échanger et discuter. Et donc le forum regroupe à peu près plus de 200 entrepreneurs et une dizaine de banques et des institutions de microfinance, mais aussi les centres de formation et tous les organismes publics et privés qui soutiennent effectivement la PME. Et pour la première fois, nous allons mettre en face les PME et les grandes entreprises. Et on va leur montrer comment ils peuvent devenir, par exemple, des distributeurs de Bralima, de Samsung et des autres. Voilà, c'est vraiment une occasion pour eux de pouvoir avoir l'information en termes d'accès au marché, mais aussi en termes d'accès au financement. Financement et création d'emplois, le projet BIR de l'UNESCO, en partenariat avec le gouvernement sud-coréen, s'investit pour l'amélioration de la qualité et de la formation professionnelle en RDC en vue de son adaptation aux besoins du marché du travail. Les résultats des études de ce projet ont été rendus publics hier. L'UNESCO et l'Institut coréen de recherche en enseignement technique et formation professionnelle CRIVE ont procédé ce vendredi à la présentation des résultats de l'analyse du marché de l'emploi pour les filières construction métallique et électricité bâtiment. Le projet BIR, Better Education for Africa's Rise, qui veut dire une meilleure éducation pour l'essor de l'Afrique, est un projet initié par l'UNESCO avec l'appui du gouvernement sud-coréen. Il vise à améliorer l'enseignement technique et la formation professionnelle dans les filières de construction métallique et d'électricité bâtiment en RDC. Cette contribution à la réflexion sur le développement du sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On voit qu'il y a une demande cliente. Donc c'est un sous-secteur pour lequel il y a une demande de professionnalisation. Nous avions évoqué à l'entrée qu'avec la partie coréenne aussi, la délégation coréenne, nous sommes en train d'appuyer les PSP pour faire cette étude au niveau de l'Est, au niveau de Goma et toute la région du Nord Kivu. Réalisé dans la période allant du mois d'avril à décembre 2013, le projet BIR UNESCO consiste à orienter l'élaboration des curricula selon les besoins de l'économie et donc du marché de l'emploi. Avec une approche de renforcement des capacités, les experts congolais ont été outillés afin de mener ce projet à la réalisation, ce en prévision de la croissance de l'économie du pays. Je crois que ce sont des réflexions pareilles qui peuvent nous aider, nous, au niveau du ministère, comment créer une certaine synergie avec d'autres structures, avec d'autres ministères, notamment de la jeunesse, de l'emploi, de l'économie, pour que l'éducation réponde quand même aux besoins, aux attentes des entreprises. Je crois que c'est très, très important et nous allons approfondir cette réflexion et essayer de contextualiser cette réflexion au niveau de notre pays. Et pour parvenir à l'adéquation formation-emploi, l'étude recommande notamment la mise en place par l'appui du projet BIR d'un nouveau partenariat entreprise-école en vue de faciliter l'intégration professionnelle des apprenants à la suite de leur formation. Les mandataires des partis politiques et le président de la CENI se sont retrouvés hier autour d'une même table pour discuter du calendrier électoral que venait de publier l'abbé Apollinaire Malouma Lumu-Olongo sur les municipales, urbaines et locales. On espère que vont sécher encre et salive à ce sujet. Le calendrier, c'est le résumé du plan opérationnel. Cela veut dire que derrière le calendrier des élections municipales locales, vous avez un document de 450 pages qui détaille l'ensemble des opérations. Et ce calendrier n'est que le résumé de ce plan opérationnel. 15
cargo allant à 14 points. En RDC, là où il y a des aéroports où ça peut atterrir, avec des volumes différents selon le balisage et la nature de l'aéroport. Et de là, il a fallu utiliser 53 avions et 25 hélicoptères pour arriver au chef-lieu du territoire et dans chaque ville. Et de là, c'est parti par tous les moyens de bord. Et donc, tous les moyens, par tête, par route, selon la nature des infrastructures. Voilà ce qu'on appelle le plan opérationnel. Donc, le calendrier n'est pas des dates politiques que les gens mettent. Moi, j'aimerais que ce soit telle date ou telle autre. Ce sont ces exigences-là qu'on appelle le calendrier électoral. Environnement, nous l'avons mentionné au sommaire, l'expert américain en environnement a été reçu hier tour à tour par le ministre du Plan et les députés membres de la Commission parlementaire des ressources naturelles. Thomas Peterson plaide pour la prise en compte de l'impact environnemental dans les lois du pays et tout éventuellement dans le plan national de développement. Pour un voyage au pays qui constitue l'un des grands réservoirs atmosphériques, l'expert américain Thomas Peterson est convaincu. Plaider pour la prise en compte de l'impact environnemental dans la planification du développement durable et vert à travers l'industrialisation, sans compromettre les efforts communs dans les processus de la réduction des gaz à effet de serre en RDC, est l'une des solutions sûres pour l'équilibre de l'écosystème mondial. Ce message, il a transmis au ministre du Plan, Célestin Vunabandi, qui se dit satisfait des idées que lui a partagées son hôte, rappelant que le gouvernement de la République est engagé à préserver sa biodiversité pour sauver la planète des effets du changement climatique. Notre ambition, c'est de pouvoir mettre à profit cette richesse naturelle dont nous disposons, de manière à développer ces pays en tenant compte de la nécessité d'assurer la protection des espèces. Plus tard dans la soirée, la place a été aux échanges avec les députés de la Commission parlementaire des ressources naturelles sur la nécessité d'adopter des lois qui prônent l'émergence socio-économique à travers la production des énergies propres et renouvelables. Notre rôle de parlementaire, c'est de mettre à la disposition de l'exécutif, du gouvernement, des outils, des lois, c'est-à-dire atteindre le développement avec moins d'impact sur l'environnement. Toute la protection est une bonne chose, mais l'amélioration des conditions de vie en est une autre. Permettre à la population de bénéficier, mais de protéger aussi. Tout est bien clair pour les appréciations de la délégation du projet NAMAS qui a accompagné Thomas Peterson à la direction des gestions forestières du ministère de l'Environnement, où il s'était tenu préalablement une séance de travail. Leur a été peint la configuration générale de l'état des forêts congolaises quasi intacte dans sa biodiversité. La page sportive de cette édition nous amène à parler du deuxième tour cycliste international de la RDC qui est arrivé à l'étape du Bas-Congo après celle de Katanga. Des précisions avec notre envoyé spécial Jean-Louis Kaninda. Après 2 étapes de course, le deuxième tour international de cyclisme de la RDC, l'heure est-il au transbordement. Toutes les délégations quittent progressivement la province du Katanga pour se regrouper à Kinshasa en partance pour le Bas-Congo. À titre de rappel, la deuxième étape commence entre Likasi et Lubumbashi, a vu le cycliste ivoirien Cissé Isiaka terminer la course en tête après 120 km de parcours. Glenn Médéric est monté sur le podium en prenant la deuxième place et le Rwandais Ibrahim Roumuzinga a pris la 3e place. Au classement général, le Belge Koen de Venick garde le maillot jaune avant d'entamer l'étape du Bas-Congo qui démarre dans 24 heures. Les meilleurs Congolais restent Jean-Louis Chiana et Maël Maleza, respectivement du Katanga et de la province de l'Équateur. Jean-Louis Kaninda pour B1. Fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Bon week-end à tous.